Ce numéro qui vient clore la saison est un peu particulier. Je voulais tout d'abord vous dire merci à vous qui m'avez écouté toute l'année, qui m'avez suivi dans mes choix d'invités et qui avez pris le temps d'être avec nous pour parfois près d'une heure. 24 épisodes, 24 univers parfois différents qui se croisent, qui se complètent. J'aime les personnalités diverses, les parcours atypiques, la détermination, la gentillesse. Je suis passionnée par les solutions trouvées, par les initiatives fortes, leurs impacts, leur capacité à changer le monde, à leur échelle et parfois juste autour d'eux. Fascinée par l'énergie que ces invités m'ont communiquée. Ces entrepreneurs, étudiants, artistes, scientifiques ont tout donné pour leur projet. Ils ont pris tous les risques pour certains. J'ai eu la chance de rencontrer de jeunes leaders émergents. Je suis sûre qu'ils seront encore là dans 10 ans. Leaders, pour moi, ils le sont sans conteste, car ils ont tout compris du monde de demain. Bienveillants, ils ont un sourire et un regard qui ne mentent pas. Ils ne s'encombrent de rien, à part leurs convictions et leur force de travail. Pour moi, elles, ils sont des acteurs de changement qui montrent une voie, qui inspire, qui fédère, qui aide à vivre. Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai eu envie de reparcourir avec vous l'année et de vous l'offrir en condensé. Peut-être aurez-vous envie d'écouter ou réécouter quelques-unes de ces émissions pendant les vacances qui sont tellement propices à se retrouver, se recentrer, s'arrêter et respirer un bon coup. Il y a un début et une fin de saison, et puis il y a tout ce qui se trouve au milieu. Au début, il y a eu Navi Raju, c'est lui qui a lancé le podcast. Navi, c'est lui qui a popularisé l'innovation frugale. Comment faire mieux avec moins ? Un concept tellement éprouvé autour de lui en Inde pendant son enfance. Auteur de nombreux livres, il est devenu l'homme qui murmure à l'oreille des grands patrons et qui les accompagne sur le long terme. Je sais que le podcast l'a changé aussi un petit peu et l'a conduit à parler un peu plus de lui et de son vécu. Aujourd'hui, il est sur le point de sortir son nouveau livre qui nous parlera de la société consciente. On a hâte de le lire et en attendant, on réécoute l'un de ses plus précieux conseils. Je crois qu'il faut plutôt célébrer l'ignorance parce qu'effectivement, quand on est ignorant, on n'a rien à prouver en fait. Parce que la connaissance, à un moment donné, devient un fardeau. Il y a aussi les épisodes où le podcast s'est délocalisé. On a quitté le studio feutré, l'ambiance particulière créée par le face-à-face de l'espace clos pour s'immerger dans une ambiance. À Vivatech, bien sûr, et au Change Now Summit. Vivatech, où la Tech for Good a encore de beaux jours devant elle. Pour Spark News, invités sur l'émission, il y a ceux qui veulent faire le bien et puis il y a ceux qui transforment leur modèle économique au service de l'impact social et environnemental. Entre les deux, il y a un monde. Sur place, j'ai été heureuse de rencontrer Sharon Soffer, la créatrice virevoltante de Startup for Kids. D'un échec, la Scientibox, elle a créé son mini Vivatech à elle pour ouvrir les enfants à la science et les technologies. Des événements qui affichent aujourd'hui complet, des écoles qui se précipitent pour éveiller leurs élèves. On offre un lieu où tout l'écosystème va être là. Vous allez pouvoir découvrir plein d'innovations, plein de nouvelles façons d'apprendre. Alors j'aime bien dire qu'on a un mini Vivatech pour les enfants. Et la grande différence, ça va être que les enfants font. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils vont tester, expérimenter. Et on est très orienté sur le faire par soi-même, le côté très ludique, expérimental. Et voilà, vraiment le côté ludique, apprendre en s'amusant. Change Now Summit, lui, donne le tournis car les initiatives fortes à impact environnemental se succèdent tout le week-end lors de ce sommet. Et Station F était sans doute trop petite pour accueillir tous ces sauveurs car l'an prochain, c'est au Grand Palais qu'ils essaieront de changer le monde en janvier prochain. Ça, c'est du changement d'échelle. Et au milieu, donc, il y a plusieurs catégories d'invités cette année. Il y a ceux que j'appellerais les grands inspirateurs, il y a les jeunes leaders évoqués plus haut, et puis les parcours atypiques. Dans les grands aspirateurs, comment ne pas parler de Nicolas Chaban, sémillant, 1000 idées à la minute et hyper communicant. Il est le cofondateur de C'est qui le patron, la marque des consommateurs devenue la marque au plus grand succès en grande distribution alimentaire de ces dernières décennies. Propulsée par la fameuse brique de lait bleu, aujourd'hui, elle regroupe une vingtaine de produits et ce n'est pas fini. Le concept est simple, rémunérer au juste prix le producteur et les consommateurs adorent, c'est normal. La marque a été co-construite avec eux. Nicolas Chaban nous raconte cette aventure incroyable. Emmanuel Faber, le patron de Danone, qu'on aimerait tant inviter dans Impact Positif, avait prévenu si les grandes marques ne changent pas, ne s'adaptent pas aux attentes, plus personne n'ira acheter leurs produits. Désormais, c'est bien le consommateur qui a le pouvoir. Ça va tellement vite qu'on parle aujourd'hui d'un consommateur de nouvelle génération qui a d'autres attentes et qui l'exprime à travers des choix, on l'a vu, comme le bio, comme le local, comme ce type de démarche, mais il y en a d'autres. Et effectivement, on a pu prouver que du bon sens, l'envie de bien faire de consommateurs qui pouvaient, il faut le dire, pour la première fois s'exprimer à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, le digital. Il y a 30 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Vous auriez eu
un souhait comme ça, un peu rêveur dans un coin d'une réunion quelque part, mais aucun écho possible. Donc on voit que les nouveaux outils, les réseaux sociaux, le numérique, le digital, ont permis à des gens d'exprimer à leur niveau les choses. Ils se sont rendus compte que le voisin d'à côté avait la même idée. Donc ça a créé un groupe immédiat qui s'est fixé à travers une démarche comme celle-là. Et on a vu récemment même que cette démarche des consommateurs, c'est qui le patron, est à l'origine de la loi alimentation qui a renversé la construction du prix. Donc on voit clairement que quand les consommateurs se mobilisent de façon saine et encore une fois bienveillante et qu'ils envoient un signal fort, personne ne se met en travers de cette dynamique. Nicolas Chaban, Alexandre Mars l'adore. Pour lui, c'est un visionnaire. Il l'a d'ailleurs invité dans son propre podcast Contre toute attente. Ancien start-upper devenu millionnaire, il aurait pu couler de jours heureux et oisifs. C'est tout le contraire. Il a créé une autre start-up, Epic, entièrement financée par ses fonds propres pour venir en aide aux enfants qui n'ont pas eu la chance des premiers jours. Partout dans le monde, il sélectionne drastiquement des projets à fort impact social et les aide à démultiplier leurs impacts. Il a écrit La révolution du partage, où il raconte sa vie, ses convictions intimes, ce qui le motive aujourd'hui à convaincre tant de monde aux quatre coins de la planète et qu'il faut à tout prix donner. Est-ce que tes auditeurs trouvent ça normal qu'une boîte comme Apple ne paie pas ses impôts en France ? Et pourtant, vous êtes en train d'écouter certainement ce podcast sur un iPhone. Est-ce que ce monde-là va continuer à subsister ? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense, et ça c'est poussé, on va dire, par une génération au départ, qui est une génération de ces millennials, comme on les appelle, ces moins de 30 ans, qui ont une vision différente de ce monde, qui ont une vision de l'être plus que de l'avoir. Mais ça a un impact sur la génération d'avant, sur ma génération, qui était une génération qui était que dans l'avoir. Ma génération, quand nous sortions de l'école, on était beaucoup plus sur la voiture de fonction, le bureau seul. La grille des salaires. La grille des salaires. Et c'est pas mal ou bien, c'était comme ça. Le monde est en train d'évoluer et il faut évoluer avec. Sakina Emsa ne va pas le contredire, elle qui est engagée depuis le début de sa carrière. Sakina, elle est solaire, c'est la première femme que j'ai interviewée et je l'avoue, cela n'a pas été toujours facile de trouver des femmes. Il y a toujours plus d'hommes, ils sont toujours plus prompts à parler, plus disponibles, toujours plus nombreux que les femmes à entreprendre et à décrocher des financements. Sakina, elle, est pionnière. Son combat, c'est la malfringue. Aujourd'hui, avec Front de Mode, elle met en avant des marques de créateurs qui sont durables et désirables, ainsi que ses propres signatures. Engagée, elle l'est donc jusqu'au bout et jusqu'au cou, elle qui est notamment allée dans les prisons pour organiser des défilés. C'est aussi elle qui a lancé la première entreprise de réinsertion dans la mode. Vous retrouvez ses créations sur Internet, bien sûr, et dans sa boutique, rue Volta, à Paris. Mieux acheter et pourquoi pas essayer d'échapper à la surconsommation, c'est possible. Flore Berlingen, la directrice de Zero Waste France, nous propose ce défi, le challenge Rien de neuf en 2019. L'avez-vous tenté ? On peut au moins se poser quelques questions. Avons-nous vraiment besoin de tout ce que nous achetons ? Savons-nous comment ces achats sont fabriqués ? Comment arrivent-ils jusqu'à nous ? De plus en plus de citoyens se reconnaissent dans cette démarche sans être forcément des militants ou des écolos. Ces personnes qui souhaitent surtout reprendre la main sur leur consommation. Et puisque l'on parle de femmes, saviez-vous que moins de 3% des fonds qui sont levés dans la tech le sont par des femmes, 97% par des hommes. Un chiffre qui laisse une belle marge de progression et qui interroge profondément sur notre société. À l'occasion de la journée de la femme digitale créée par Delphine Rémy-Boutan, nous lui avons donné la parole ainsi qu'à l'entrepreneuse Tatiana Jama. Tatiana, qui veut faire évoluer la situation et a lancé l'initiative Sista avec ses copines entrepreneuses de la French Tech. Pas question de faire de l'affichage, mais des propositions concrètes. Ce chiffre est effectivement assez catastrophique, mais surtout, il permet de mettre le doigt sur l'état d'urgence dans lequel on est, parce que moins de 3%, dans une économie qui est en train de façonner les services et les usages de demain, c'est un danger sociétal et économique qu'il faut absolument essayer de résorber au plus vite. On revient à la catégorie des grands inspirateurs. Entre deux voyages, deux conférences, l'explorateur Bertrand Piccard nous a accordé une interview. En voilà un autre qui parcourt la planète pour promouvoir un monde plus durable et proposer des solutions. Il sait comment parler du changement climatique aux politiques sans leur faire peur et comprend la colère des gilets jaunes dont on parle longuement dans le podcast. En attendant, sa fondation Solar Impulse labellise les projets efficients qu'il a dénichés partout car pour lui, toutes les solutions sont déjà là pour polluer moins, il suffit de les mettre en place.
Bertrand Piccard, qui m'a un peu surprise dans notre interview des Clics, à la question de savoir quel est le conseil qu'il aurait aimé avoir au début de sa carrière, il est le seul à m'avoir répondu qu'il avait eu tous les conseils et tous les mentors dont il avait eu besoin, sauf un. Écoutez. J'ai eu tous les conseils que je devais avoir. Ils m'ont été donnés par des astronautes, par des explorateurs, par mon père, par mon grand-père. C'est toujours crois dans tes rêves, remets-toi en question, sois curieux, repousse les limites, n'écoute jamais ceux qui te disent que c'est impossible. Bon, c'est vrai que vous étiez bien entouré. Oui, j'étais bien entouré. Et j'ai appliqué leurs conseils. Alors, le ou la mentor que vous auriez aimé avoir, alors c'est vrai qu'on vient de le dire, vous avez eu de la chance d'avoir une famille qui s'est illustrée avant vous, mais quand même, si vous pouviez choisir comme ça un mentor... Vous savez, dans tous les domaines que j'ai eus, je crois que j'ai rencontré les mentors qu'il me fallait, autant dans le monde de l'exploration que de la philosophie, que de la spiritualité, que de l'environnement. Il y a un domaine, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a une personne que j'aurais beaucoup voulu rencontrer, que j'ai jamais pu rencontrer, c'est Leonard Cohen, parce que sa musique a marqué toute ma vie. Et chaque fois que j'avais besoin de me recentrer, de me ressourcer, de me calmer, ou d'entrer en auto-hypnose, j'utilisais certains de ses disques. Et ça, c'est quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer, que j'ai jamais pu rencontrer. Vous n'avez jamais, lors de ses concerts, on n'a jamais eu l'occasion de lui parler? Non. Par contre, il m'a dédicacé un livre, un de ses livres de poésie, qu'on m'a caché dans le cockpit de Solar Impulse. Et quand j'ai traversé l'Atlantique de New York à l'Espagne, on m'a dit, il y a un cadeau pour toi dans tel compartiment du cockpit. Et je l'ai ouvert, il y avait ce livre dédicacé personnellement par Leonard Cohen. Donc, je n'ai pas rencontré, mais au moins, il savait que je traversais l'Atlantique à ce moment-là. Et c'était une belle surprise. J'ai parlé un peu plus haut avec Bertrand Piccard des Gilets jaunes. Il en a été beaucoup question cette année, et particulièrement lorsque nous avons abordé la question des Civic Tech avec Julie de Pimodan, qui a créé l'application Free City, et aussi Axel Daucher de Make.org. Les Civic Tech qui ont pour ambition de rebooster la démocratie dans une société où la confiance s'est écroulée envers les politiques. Avec leurs outils puissants, ils peuvent se mettre au service de la parole des Français. Mais cela ne sera sans doute pas suffisant. Il faut aussi changer la façon de gouverner. Je pense qu'on pourrait déterminer maintenant qu'il n'y a plus aucune politique publique qui ne commence pas par une incubation citoyenne. Il y a plein de manières de faire une incubation citoyenne. Il ne s'agit pas de faire voter les gens sur les lois au fil de l'eau. Il s'agit de ne pas commencer à réfléchir sans avoir pris le pouls, avoir mesuré la part d'estomac, avoir mesuré un petit peu où est la population. Peut-être pour prendre des positions qui ne sont pas exactement ce que pensent les gens et d'expliquer pourquoi. Mais on ne peut plus penser comme si un mandat suffisait pour faire ce qu'on voulait pendant 5 ans. Fin du monde, fin du mois, tout est lié. Pour Cyril Dion, c'est un nouveau récit qu'il faut inventer pour embarquer le plus de monde possible et ne pas perdre la bataille contre le changement climatique. Car il n'est pas trop tard pour résister. Comment? C'est ce qu'il explique dans son livre Petit manuel de résistance contemporaine, une résistance qui passe aussi par une profonde introspection de soi-même. Il y a 1 million de façons d'agir. Moi, ce que je dis toujours, c'est... On peut déjà se poser une question qui est... c'est quoi l'impact de ce que je fais, à la fois sur la nature et sur les autres êtres humains, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, que ce soit se déplacer, que ce soit se nourrir, que ce soit acheter des trucs. Et puis ensuite, encore une fois, la meilleure façon d'agir, c'est de faire ce qui vous plaît, quoi, d'exprimer vos talents, de vous épanouir, d'être quelqu'un qui est bien dans ses chaussettes, qui est bien à sa place. C'est comme la permaculture, en fait. La permaculture, ça marche bien parce que il y a énormément de diversité et chaque chose est à sa juste place. Et chaque chose contribue au succès Exactement. J'allais dire de la plante qui est à côté. Exactement. Et donc, si vous faites ce que vous aimez, si vous exprimez vos talents, c'est comme les profs que vous avez rencontrés dans votre vie où il y avait un prof, vous aviez l'impression que l'heure durait 5 minutes et puis un autre prof, vous aviez l'impression que l'heure durait 4 heures. Ben, celui qui permet aux élèves d'avoir le sentiment que ça dure 5 minutes, il leur change la vie. Celui qui leur donne le sentiment que ça dure 4 heures, il est sûrement pas au bon endroit et il leur pourrit peut-être la vie. Donc cet impact-là qu'on peut avoir tout le temps, puisqu'on travaille tous les jours, ben, je pense que la révolution commence par là.
Faire ce qui vous plaît et ne rien lâcher, c'est précisément la devise de Fanny Agostini, ancienne présentatrice de Thalassa, ancienne élue locale, créatrice d'une AMAP et d'un Climate Bootcamp pour les journalistes. Elle a décidé d'arrêter de parler et d'agir. Avec son mari, elle a quitté Paris, changé de vie et pris la direction de sa région natale, l'Auvergne, pour monter une ferme pédagogique et créer son ONG, Landestini. Pour elle, le retour à la nature est essentiel, voire vital. Elle explique pourquoi. J'ai besoin de toucher la terre, c'est simple. Je crois qu'à Paris, cet aspect tellurique nous manque. Le béton ne laisse pas passer les énergies. On vit finalement avec les seuls représentants de notre espèce, les humains, alors que dans la nature, tout n'est que complémentarité. On a besoin effectivement d'interaction avec le reste du vivant. J'entends par là les animaux, mais aussi bien sûr les plantes, la forêt, l'air moins vicié, l'air pur que l'on peut trouver dans des régions plus rurales est très important pour moi. Fanny est jeune, mais attention, la jeune génération pousse derrière. Vous savez, celle qui a écrit le manifeste pour un réveil écologique, signé par des milliers d'étudiants. Ces élèves des grandes écoles qui ont prévenu leurs futurs employeurs « Si vous détruisez la planète, on ne viendra pas chez vous, on ira travailler ailleurs ». Et ça marche. Les étudiants sont en train de rencontrer ces grands groupes pour comprendre où se situent les blocages et comment les lever. La pollution, elle est aussi et surtout digitale. Voilà une autre pionnière, c'est Inès Leonarduzzi, avec qui je signe le plus long podcast de la saison. Difficile de croire qu'elle n'a que 31 ans. La rencontre est riche et passionnante avec celle qui a inventé le concept d'écologie digitale. Avec sa boîte, Digital for the Planet, elle accompagne notamment des entreprises à mieux maîtriser cette pollution. L'idée, c'est pas de dire que le digital est monstrueux, c'est aujourd'hui ce qu'on en fait. J'ai tendance à penser et à dire qu'on est aux prémices du numérique. Si on devait identifier l'âge du numérique à l'échelle du monde, c'est né il y a même pas 0,0001 seconde. C'est d'hier le numérique, ça fait 20 ans, grosso modo, que le citoyen normal, entre guillemets, a accès au numérique, vous et moi et les autres. Et en fait, pour moi, on en est encore aux prémices préhistoriques. On sait pas comment on se débrouille avec ça, on est encore comme des enfants avec un jouet. On n'est pas encore à l'âge du progrès, à l'âge où on le raisonne, où on le mature. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, et c'est en tout cas vers ça que tend le principe même d'écologie digitale. Voici les jeunes leaders. Samuel Djiboski a créé sa première association à 16 ans. Et puis son entreprise sociale, Coexister. Un seul objectif pour le jeune homme, prouver que la différence est une force et que les jeunes, quelle que soit leur religion, ont tout à gagner à vivre ensemble. Il va vite, Samuel, accumule les prix, les voyages, les livres, il développe Coexister à tout va, mais il s'oublie aussi un peu en chemin et fait un burn-out. L'occasion pour lui de faire le point dans un livre, Fraternité radicale, et de réfléchir à cette phrase qu'on lui avait glissée un jour: toute recherche d'unité entre les hommes implique que l'on fasse d'abord l'unité en soi-même. Il y a Samuel, mais aussi Corentin de Châtel-Perron. À bord du Nomade des mers, il est parti faire un tour du monde des low-tech, ces technologies ingénieuses qui répondent à des problématiques locales. Elles sont frugales et ne requièrent pas beaucoup de moyens financiers. Objectif, les faire circuler pour qu'elles se répliquent partout où les besoins sont les mêmes. Surtout, Corentin nous laisse un petit conseil, prendre du recul. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Là, je suis en France depuis quelques semaines et j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas le temps de réfléchir. On a trop d'informations qui nous arrivent en permanence dans le cerveau, et surtout à chaque fois quand j'arrive à Paris, je suis vraiment frappé par le fait qu'il y ait, je sais pas, il y a la télé, la radio, il y a Facebook, il y a les mails, il y a le téléphone, il y a les pubs qu'on voit dans la rue, le nombre de gens qu'on croise, le bruit, etc. Et j'ai l'impression que le cerveau n'a pas le temps de trier toutes les données qu'il reçoit. Et, vous voulez dire qu'on est submergé et que finalement... Complètement, on est submergé et que le cerveau n'a pas le temps de prendre les bonnes décisions. Et le conseil que j'essaye de m'appliquer aussi à moi-même quand je suis dans ces situations-là, c'est de réfléchir. C'est devenu un loisir pour moi de réfléchir. Vous voulez dire de prendre le temps surtout, c'est de prendre le temps de réfléchir, de rester au calme et de ne rien faire. De se dire, tiens là j'ai 1 heure, je vais réfléchir pendant 1 heure. Et puis il y a les parcours atypiques, comme le père Éric Salobir, ancien banquier devenu prêtre bénédictin. Passionné de technologie, il en fera sa spécialité dans l'Église jusqu'à devenir consulteur auprès du Saint-Siège sur ces questions. Il aurait pu s'arrêter là, mais la question de la confiance et du sens dans la technologie le taraude. Il décide alors de créer un réseau, Optic Technology, pour réfléchir à ces questions avec les plus grands leaders et experts de ce monde qu'il rencontre de sa propre initiative, et en particulier ceux de la Silicon Valley qui façonnent l'économie d'aujourd'hui.
Il a beau être prêtre, l'homme est entrepreneur dans le sang. C'est sans doute aussi pour cela qu'il comprend si bien ses grands patrons. Moi, je pense que la qualité essentielle pour entreprendre, c'est l'opiniâtreté. Vous savez, c'est les Shadocks qui disent plus on rate, plus on a de chances de réussir. Et je pense que c'est un peu vrai. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez conscience en France. C'est un ami de la Silicon Valley qui me disait, en France, vous n'aimez pas réussir. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un réussit, tout le monde dit, mais comment il a réussi? Est-ce que c'est bien honnête, etc. Mais vous n'aimez pas non plus échouer. Et donc, en fait, si quelqu'un échoue, c'est un loser et ça ne marche pas. Et je pense qu'à un moment, entreprendre, c'est rater jusqu'au moment où ça réussit. Reconstruire la confiance dans la technologie, oui, mais aussi dans la science. C'est le cheval de bataille de Mélanie Marcel, ingénieure en neurosciences et entrepreneur sociale. Dès la fin de ses études, elle veut remettre l'humain au cœur de la recherche et promouvoir l'innovation responsable. Au lieu de faire sa thèse, elle décide alors de lancer sa start-up SoScience pour lancer des ponts entre recherche et impact social. Jeune leader ou grande inspiratrice, Mélanie Marcel est certainement les deux à la fois. Je parlais plus haut d'un parcours atypique avec Eric Salobir. Il y a des reconversions moins radicales, mais tout de même. Après avoir travaillé dans la finance, Jean Moreau est rattrapé lui aussi par la question du sens. Il décide alors de tout plaquer et cofonde Phoenix, dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, il redistribue plus de 100 000 repas par jour. La start-up est en pleine croissance et lui, un entrepreneur en vue. Dans le milieu de l'entrepreneuriat social, il prend beaucoup la parole pour défendre la cause, mais aussi pour parler du métier sans tabou. Moi, je me rends de plus en plus compte de ce nouveau rôle qu'on a en tant que porteur de projet, d'inspirer les générations futures. Et on est souvent cité comme exemple. Et donc, c'est une nouvelle dimension de mon boulot, mais qui est chouette. Ce qui est frappant d'ailleurs dans votre génération d'entrepreneurs, c'est qu'il y a cette envie de transmettre, de passer le flambeau, de communiquer sur ce qui a marché ou pas. C'est vrai, c'est faux? Non, c'est vrai. Et y compris, moi, je dirais même qu'on est plus transparent sur les échecs aussi. C'est quelque chose qui avant était assez tabou en France. On était vraiment... L'échec était mal perçu, c'était mal vu. Et c'est un truc qu'on importait des États-Unis, où en fait là-bas on tombe 9 fois, on se relève 10 fois, et puis on tire le. Échouer, c'est bien. Voilà, en tout cas c'est pas mal. Et maintenant en France il y a ça, il y a des trucs qu'on appelle les fail conference, où les gens prennent la parole en disant je me suis planté pour telle et telle raison. Et nous on l'assume, nous on a eu un démarrage compliqué sur Phoenix. Au départ on le disait pas du tout, c'était tabou. Et on a une crise de gouvernance, on s'est pris les pieds dans le tapis, on a perdu quelques mois, et maintenant on en parle de façon assez libre, ça fait partie de l'aventure. Je pense que je connais aucun entrepreneur qui est parti de zéro et qui a eu 100 employés en scénario Blue Sky, et tout s'est bien passé. Il y a toujours... l'envers du décor est toujours compliqué. Dans l'entrepreneuriat, il y a pas mal d'ascenseurs émotionnels, c'est-à-dire qu'on a 3 bonnes nouvelles, puis une nouvelle catastrophique, on va cartonner, on va se planter, on est riche, on n'a plus d'argent sur le compte en banque. Donc vous l'expliquez très bien d'ailleurs, parce que vous prenez parfois la plume sur Medium et vous le dites en toute transparence, effectivement. Donc ça c'est important, je trouve, de raconter, parce que sinon on a souvent tendance à surestimer l'entrepreneuriat. C'est compliqué, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pas simple, donc il faut le savoir. Il ne faut pas croire que ça déroule sans accroc, parce que c'est pas vrai. Autre reconversion de la finance vers l'entrepreneuriat social, c'est celle d'Arnaud Poissonnier. Après 12 ans de gestion de grosses fortunes, il se lance dans le microcrédit qu'il découvre par hasard lors d'un voyage. Il cofonde alors Babylone, première plateforme de microcrédit solidaire en Europe. Une idée innovante, on prête mais on ne donne pas, et qui accroche tout de suite l'intérêt du public. Mais le modèle est fragile, la boîte vient de fêter ses 10 ans, elle aurait pu mourir autant de fois, nous confie-t-il. Vous avez dit dans une interview, on aurait pu mourir 10 fois, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Alors, 10 ans, 10 fois, enfin, si on fait une moyenne, vous avez pu mourir une fois par an. Pas très loin, ouais. Ça a dû être sportif, alors. En fait, moi, j'ai lancé Babylone sous forme d'une start-up. Donc, je suis, comme je vous dis, je me sens plus entrepreneur qu'associatif. Donc, j'ai lancé Babylone sous forme d'une start-up. Alors, à l'époque, je ne savais pas qu'on allait appeler ça un jour un social business ou une start-up sociale, puisque c'est le grand mouvement dans l'air du temps que l'émergence de toutes ces entreprises sociales qui s'occupent de thématiques sociales. Mais quand on lance un social business ou une start-up sociale, on est contraint à trouver un modèle économique. C'est-à-dire que quand vous êtes une start-up sociale, tout ce qui fait vivre le social habituellement, pour les ONG, etc., c'est-à-dire les dons, la défiscalisation par l'État, etc., tout ça, vous n'y avez pas le droit parce que vous êtes une entreprise commerciale. Ouais. Du coup, on est allé plus lentement que prévu et du coup, aujourd'hui, après 10 ans, on n'est toujours pas à l'équilibre financier. Et quand vous n'êtes pas à l'équilibre financier en tant que start-up sociale, il faut soit vous fermer, soit vous continuez à vivre. Et nous, on a continué à vivre
parce que les revenus qui nous manquaient pour payer les salaires, les charges, les investissements, etc., eh bien, on les a trouvés auprès d'investisseurs, d'actionnaires. Donc, dans une logique de levée de fonds, de multiples levées de fonds d'une start-up, on a trouvé tout un tas d'actionnaires, des institutionnels, des privés, qui ont accepté d'investir au capital de Babylone pour compléter en fait les ressources qui nous manquaient en termes de revenus. Mais c'est dur, voilà. Et donc régulièrement, il y a plus d'argent en caisse, et donc on sollicite nos actionnaires, on trouve des nouveaux actionnaires. Vous êtes rompu à l'exercice de levée de fonds. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais l'objectif, c'est d'arriver à l'équilibre financier. Je pense qu'on y arrivera d'ici 1 ou 2 ans. Mais ça a été pas toujours très facile. Oui. Parcours atypique, Plantu en fait certainement partie. Le cancre devenu dessinateur star est aussi un homme engagé. Et bien avant que les attentats de Charlie ne viennent ébranler à jamais les caricaturistes, il a fondé Cartooning for Peace avec Kofi Annan, qui regroupe des dessinateurs du monde entier, juifs, musulmans, athées, chrétiens, parfois menacés de mort dans leur pays. Avec les dessins de ces artistes, il arpente les écoles et les prisons pour éduquer à la liberté de la presse. Jusqu'où peut-on aller ? Qu'est-ce qu'une image ? Pourquoi la ressent-on différemment ? Qu'est-ce qui relie finalement tous ces entrepreneurs et ces personnalités ? Avoir la capacité de convaincre, de se révéler, de s'exprimer avec les bons codes et les bons mots. C'est l'histoire de Stéphane de Freitas. Dans la vie, rien n'est jamais écrit d'avance. Petit gamin d'Aubervilliers, Stéphane est parachuté dans un collège chic pour poursuivre une carrière de basketteur professionnel. Le choc culturel qu'il vit alors, le rabaissement social qu'il subit en prenant conscience de ses points faibles vont alors le forger. Il parle mal, s'exprime mal, il n'a pas les clés, pas le vocabulaire. Quelques années suffiront à corriger le tir et surtout à décider de sa vocation. Il ira apprendre la prise de parole en public en Seine-Saint-Denis. Le concours d'éloquence Eloquentia est né, on connaît la suite. Le film nommé au César à voix haute, le livre Porter sa voix et des formations dans toute la France. Surtout, Stéphane nous parle de cette difficulté de dialoguer aujourd'hui, de s'écouter et de faire société. Apprendre dès le plus jeune âge aux jeunes à ressentir ce qu'ils ont, leurs rêves, leurs ambitions font des tripes dans le cœur. Le faire monter, deuxième temps, au cerveau pour structurer, organiser une pensée, apprendre à organiser une argumentation, pour convaincre et ensuite la formuler, c'est quelque chose qui doit être donné à tout le monde parce qu'on n'a pas forcément l'argent au début, le bon contexte, mais on peut, grâce à la confiance en soi, croire en ses rêves et aller au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu d'intérêt général que de développer l'oralité, la prise de parole éducative, ce que j'appelle, dès le plus jeune âge, pour tout le monde, mais surtout et aussi pour les milieux populaires. Pour la fin, je vous propose de prendre l'ascenseur, mais pas n'importe lequel, celui qui va ressusciter l'ascension sociale. Vous savez, cet ascenseur qui est en panne depuis trop longtemps en France. À Paris, vous trouvez désormais un lieu unique en Europe dédié à l'égalité des chances. Une vingtaine d'associations dans le même immeuble sont regroupées afin de créer des parcours complémentaires. Saïd Amouche, le patron de Mosaïque RH, un autre grand inspirateur, est à l'origine de ce lieu avec Article 1 et BNP Paribas. Il sait de quoi il parle. Né en banlieue parisienne, il a lui-même été victime de nombreux freins une fois son diplôme en poche. Et cela a aussi décidé de sa vocation. On vit dans une société où on n'accompagne pas les entreprises à s'ouvrir sur des profils différents, qu'on a installé en fait la culture du clone. La culture du clone, c'est vrai dans la fonction publique, c'est vrai dans des grands groupes ou dans des entreprises de taille moins importante. Et je pense qu'il y a une vraie rupture de la France par rapport à cette capacité à promouvoir l'ensemble de ses talents. L'interview Déclic, c'est la signature du podcast. C'est un moment que j'apprécie particulièrement. Parfois, il surprend. Les invités, qui sont pour certains tellement habitués à s'exprimer, s'en retrouvent déroutés. Pas facile de trouver le juste mot, le conseil judicieux, de donner un peu de soi. Pour certains, c'est le moment de se confier. Pour d'autres, de transmettre. Car oui, la transmission est une partie importante du podcast et est peut-être le sceau de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Rendre à la société ce qu'elle leur a donné. Et comme il fallait choisir une interview Déclic, j'ai choisi celle du créateur des jeans 1083. Des jeans éco-conçus, made in France et maintenant même recyclables. Rien n'arrête Thomas Huriez, qui a relocalisé toute une filière à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, et forme à ses métiers de l'artisanat. Il vient d'ouvrir une boutique en plein Marais à Paris. Alors, Thomas, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic, c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Je dirais 2 conseils. Le premier, d'écouter tout le monde pour s'enrichir vraiment de l'expérience de chacun.
Et le deuxième, d'écouter personne. Parce qu'en fait, si on écoute tout le monde, on ne fait rien. Alors du coup, on fait quoi? Alors on écoute quelqu'un On ou fait les deux. On fait les deux, d'accord. Bon. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir? J'identifie pas. Je me projette pas par rapport à des gens. Et j'espère que personne ne le fait par rapport à moi. Je trouve que c'est important d'être soi. Et j'expérimente, je teste, j'échange. Voilà. Et du coup, tout le monde est inspirant, en fait. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si j'avais continué l'informatique. Votre plus bel échec? Oh, il y en a tellement. Ils sont tous beaux. Mais oui, il revient à chacun de faire d'un échec un truc cool. Donc merci les échecs. Une qualité essentielle pour entreprendre? L'acharnement. Jusqu'à un certain point? Ouais, tant qu'on a l'énergie et tant qu'on y croit. Après, on peut se tromper, c'est pas grave, mais l'acharnement. Il y a deux mots que j'aime beaucoup, c'est douceur et acharnement. J'aime rien faire contre les gens, donc j'aime bien ce mot de douceur, mais en même temps, faut rien lâcher. Et donc, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ouais, d'ailleurs, même vous, un exemple, vous n'avez rien lâché, vous avez fait le tour une diagonale en fait en France pour faire connaître à l'époque en vélo votre marque. Oui, c'était. Donc vous y êtes allé un peu avec tes dents quand même aussi. Oui, mais c'était une blague au début, c'est-à-dire que dans le financement participatif, en 2013, j'espérais vendre 100 jeans, et j'avais dit pour rire que si on dépassait les 1083 précommandes, j'aurais plein de sous, alors je m'achèterais un vélo et je ferais Menton Port Spoder en vélo. Et cette blague s'est transformée en réalité, et donc j'ai perdu mon pari contre mes clients, et je l'ai assumé en faisant, durant l'été 2014, Menton Port Spoder en vélo, et en m'arrêtant, en faisant étape, en dormant chez ces clients qui nous avaient achetés sur Internet. Donc c'est l'occasion de les rencontrer et de leur faire visiter nos ateliers. Alors, un conseil que vous donnez tout le temps? Un conseil que je donne tout le temps, d'écouter personne et d'écouter tout le monde. Celui que vous auriez aimé avoir au début. Que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, qui ont peut-être envie de suivre votre démarche, mais ils ne savent pas comment? Moi, je trouve qu'il faut essayer et il faut accepter l'échec. L'échec, c'est pas grave en soi, c'est ce qu'on en fait qui est grave ou qui est pas grave. Donc, faut essayer. Moi, je conseille juste d'essayer, d'aller au bout de ses idées, de s'aligner avec soi-même. Et alors, la vie est plus simple. Merci beaucoup, Thomas. Peut-on prendre des nouvelles de votre actualité 2083 ? Oui, bien sûr. Alors, les actualités de 1083, c'est des nouvelles collections, c'est des nouveaux partenariats. Par exemple, on va lancer des sandales en jean, des tropéziennes. Donc ça, c'est un savoir-faire un peu romanais aussi, puisqu'on a un des derniers fabricants de sandales qui est basé à Romans, qui s'appelle Max Vincent. Et donc, pour l'aider à développer son atelier, on a décidé de faire une tropézienne en jean, et donc d'associer nos deux savoir-faire pour proposer cette innovation du printemps. Exactement. Et donc on prend de nouvelles de vous sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous êtes évidemment très actif. Oui, très actif sur les réseaux sociaux de 1083. Il y a tous nos projets sont expliqués au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on les découvre. Et vous allez déménager bientôt, je pense, cette année d'ailleurs, non ? Alors ça, c'est le gros projet, effectivement. On vient de déposer le permis de construire pour déménager dans 2 ans dans l'usine Charles Jourdan. C'est une usine qui, depuis 10 ans, est fermée, qui est à l'abandon. C'est une friche industrielle. Et comme nous, on manque de place et qu'on veut absolument être en centre-ville, eh bien, on a proposé de réhabiliter cette usine, de la rénover, de la dépolluer, pour y installer nos ateliers et rassembler autour de nos ateliers, qui seront ouverts au public, plein de marques vertueuses, éthiques, qui proposent des beaux produits bio et made in France. Donc un beau projet, effectivement. Donc on peut aller visiter vos ateliers, on peut aller à votre rencontre, voir comment ça se passe, si on est intéressé par le métier. Complètement. Il y a même des visites d'ateliers qui sont organisées toutes les semaines avec l'Office de tourisme de Romans. On peut découvrir nos ateliers et nos équipes. Merci beaucoup Thomas d'être venu dans Impact Positif et très bonne route à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Super, c'est bien. Non, c'est bien. C'est dense, j'espère que c'était pas trop technique ou trop... Non, c'était technique, vous avez trouvé que c'était technique ? Non, je sais pas, je me rends pas compte. Non, c'est bien. Donc justement, on a le temps de comprendre en fait, parce qu'au début, quand vous avez expliqué toutes les histoires des intermédiaires, je suis pas sûre que tout le monde le sache ça. Oui, les 8 étapes. Alors, la différence aussi, c'est que vous payez moins cher aussi que H&M, etc. Quoi, c'est ça. Ah bah oui, on prend moins de marge, mais on est rentable. Ouais, mais vous êtes forcément, parce que sinon vous serez pas là aujourd'hui, vous Exactement. êtes un modèle. Non mais super.
Merci à Thomas Huriez et à tous les autres invités de la saison. On se retrouve à la rentrée. En attendant, les podcasts vous attendent sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, Twitter, @ipositif au pluriel, Instagram, Impact Positif le podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles, à partager les épisodes, à nous faire part de vos retours et à parler d'impact positif autour de vous. C'est tellement important pour nous. Très bel été à tous et à très vite.